Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous et bienvenue à ce 33e débat de la Cité de la Réussite autour de la transmission. Très beau thème que nous allons avoir la chance d'aborder avec 4 créateurs, 4 artistes. Si tant est qu'un avocat soit un artiste, on lui posera la question d'ailleurs, c'est intéressant. Intéressant, ce débat le sera sans doute puisqu'il se fonde sur la question suivante, un peu étrange, mais au fond c'est l'organisation qui a choisi de la poser ainsi. Comment transmettre sa passion ? Débat qui réunit dans des domaines différents où chacun d'eux excelle, une réalisatrice de cinéma, un photographe, un chef d'orchestre et un pénaliste. 4 passionnés. Quand on lui posait la question de la transmission, Woody Allen répondait « En résumé, j'aimerais avoir un message un peu positif à vous transmettre. Je n'en ai pas. Est-ce que 2 messages négatifs, ça vous irait ?» Alors on va leur poser la question à nos invités, après Woody Allen. Pourquoi aiment-ils leur métier, si difficile soit-il ? Ce métier repose-t-il sur une passion? Est-ce que la passion se transmet ou au fond, est-ce qu'elle n'est pas innée, donc intransmissible? Quels conseils enfin donne-t-il à toutes celles et ceux qui, comme eux, voudraient se lancer dans des carrières à la fois extrêmement exigeantes,
où l'on s'expose certes à l'amour, mais aussi à la critique. C'est de tout cela qu'il sera question dans ce débat qui réunit Anne Fontaine, Éric Dupond-Moretti, Peter Lindbergh et Alain Altinoglu, que j'ai l'honneur d'appeler sur scène. Bravo. Ici. Bienvenue. Vous êtes ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Alors, une petite présentation rapide avant un court dialogue entre nous qui sera suivi par les questions préparées pour vous, chers invités, par les étudiants. Puis ensuite, on passera aux questions de la salle. Alors, Anne Fontaine, à ma droite, vous êtes la réalisatrice fêtée de plusieurs films qui ont été vus et célébrés dans le monde entier. Nettoyage à sec, prix du scénario à la Mostra de Venise. Coco avant Chanel. Perfect Mothers avec Robin Wright et Naomi Watts. Les Innocentes aussi. Et récemment, Marvin, puisqu'il sort en salle mercredi. Et qui, je pense, déclenchera chez les spectateurs de Marvin l'envie, peut-être, de vivre sa passion. Il y est aussi question de théâtre. Alain Altinoglu, voilà, vous êtes ici. Vous êtes l'un des chefs d'orchestre les plus demandés de votre génération, ancien élève du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous avez accédé en 2014 à sa classe de direction d'orchestre où vous transmettez, peut-être, vous allez nous le dire, votre passion en tant que professeur. Peter Lindbergh. Vous êtes l'un des photographes les plus marquants de notre époque. Vous avez même en quelque sorte redéfini les canons de la beauté contemporaine grâce à vos images publiées dans le Vogue américain, dans Harper's Bazaar, dans Rolling Stone, dans Vanity Fair ou Interview, et sur les cimaises de certains grands musées comme le Met de New York ou le Victorian Albert Museum. Bowie dans Predator, c'était vous. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Patit, Cindy Crawford et Christy Turlington ensemble sur l'édition de janvier 90 du Vogue britannique, c'était vous aussi. C'est vous l'inventeur de ce qu'on appelle les supermodèles. Vous êtes aussi réalisateur de films et de documentaires comme Models the Film ou Inner Voices. Éric Dupond-Moretti, à ma gauche. Vous comptez parmi les plus grands avocats pénalistes français. Vous êtes notamment réputé pour avoir obtenu un grand nombre d'acquittements, à tel point que vous êtes surnommé Acquittator. J'ai vu ça. Vous avez plaidé en faveur de Roselyne Godard, dite la boulangère. On vous a vu lors du premier procès d'Outreau. Vous avez plaidé pour Bernard Tapie, pour le militant indépendantiste Yvan Colonna. Et récemment, vous avez défendu Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, qui a assassiné 6 personnes en 2012, dont 3 enfants. Et vous avez déclaré, et j'aimerais qu'on commence là-dessus, si vous en êtes d'accord, c'est un honneur de défendre Abdelkader Merah. En ajoutant, ce n'est pas qu'un boulot, c'est une idée que l'on se fait du métier d'avocat. Alors, est-ce qu'ici, devant ces jeunes gens et ces gens un peu moins jeunes qui nous écoutent, vous le rediriez? Et est-ce que c'est juste une question de boulot, c'était votre expression? Ou est-ce que c'est une passion aussi que de s'engager pour défendre ce qui, parfois, peut passer pour indéfendable? La question, c'est est-ce que je le redirais? Oui. Oui, évidemment oui. Je savais en m'engageant dans cette affaire qu'il y aurait un certain nombre de polémiques. Assez incroyable d'ailleurs, parce que dans la plus vieille démocratie du monde, on se demande encore si un Merah doit ou non bénéficier d'un avocat, des services d'un avocat. C'est allé au-delà de mes espérances, cette polémique, à vrai dire. Et puisque nous parlerons de la passion et de sa transmission, quand j'ai reçu le sujet, je me suis dit, mais c'est un universitaire à l'esprit tordu, ce qui est assez pléonasmique d'une certaine façon. En même temps, on est à la Sorbonne. En même temps, on est à la Sorbonne. Ouais. Qui a rédigé ce sujet? Parce que la passion, ça ne se transmet pas, c'est une grâce et c'est un don. Ce que l'on peut transmettre, c'est un exemple. Et dans une affaire comme celle-là, on peut transmettre un exemple positif, comme on peut aussi transmettre l'aversion. Qu'est-ce que vous me demandiez encore? Je vous demandais si justement, est-ce qu'il y avait... Vous avez dit, c'est pas une question de boulot, ce n'est pas qu'un boulot, c'est une idée que l'on se fait du métier d'avocat. Est-ce que dans votre métier, dans votre boulot, est-ce qu'on peut parler aussi chez vous de passion, notamment quand il s'agit de défendre ce qui peut apparaître comme indéfendable?
On a évoqué, à propos de Vergès, la formule d'avocat du diable. Vous avez tout de même compris que le bon Dieu n'a pas besoin d'avocat. Quoique, il peut être lui aussi sujet à une véritable injustice. Oui, c'est une passion, évidemment, sinon vous n'y allez pas. À moins d'être masochiste, d'aimer prendre les coups, moi je n'entends pas me victimiser, mais l'honneur de l'avocat, puisque c'était dans votre question, c'est de défendre celui qui est accablé. C'est singulièrement vrai quand celui que vous défendez incarne le mal absolu. Et c'est effectivement un honneur de l'avoir défendu. Il faut aimer l'araignée et l'ortie pour être avocat. Vous avez parlé d'exemplarité ou d'aversion quand on est exposé devant un public énorme, surtout sur des affaires comme ça qui évidemment suscitent l'intérêt, parfois l'excitation aussi. Est-ce que vous avez fait du cinéma? On est là avec Anne Fontaine, on va en parler. Vous avez joué parfois votre propre rôle dans Les Salauds de Claire Denis, par exemple. Vous avez campé aussi un président de cour d'assises chez Lelouch. Est-ce que c'était, même si vous n'aimez pas l'expression, un moyen aussi de transmettre, alors, non pas une passion, mais peut-être de transmettre une exemplarité? Parce que j'aime bien cette notion d'exemplarité que vous venez d'annoncer. Il y a dans le métier de l'avocat, évidemment, une exposition publique. On n'est pas photographe par hasard, on n'est pas cinéaste par hasard, on n'est pas un grand chef par hasard, et il y a dans ces métiers d'exposition peut-être la volonté inconsciente de régler ses comptes avec soi-même. Je suis d'une certaine façon condamné à plaider. Alors, ce qui m'intéressait au cinéma, c'était en réalité comment on partait de rien pour faire une émotion, tandis que chez moi, on part d'une réalité, mais qui n'est pas celle de l'avocat, c'est celle de celui qu'il a l'honneur de défendre, l'honneur, toujours l'honneur, et il regarde cet homme-là, évidemment, sous le prisme de ce qu'il est, comme vous regardez vos amis sous le prisme de ce que vous êtes. Et ce qui m'intéressait, c'était ce rapport de l'acteur et de l'avocat. Il y a une théâtralité dans le métier d'avocat, c'est incontestable. On a dit d'ailleurs à propos de l'affaire Meyrin, mais il a fait du spectacle, il a fait le spectacle d'un avocat qui se lève et qui, de façon publique, dit ce qu'il doit dire. Et ce rapport-là m'intéressait, avec quand même au cinéma un privilège absolument incroyable, c'est que quand c'est pas bon, on coupe et on recommence. Voilà. Quand c'est pas bon, on coupe et on recommence. Anne Fontaine, vous êtes cinéaste, hein, on l'a dit. Quand on voit dans Coco avant Chanel ou dans Les Innocentes, quand on regarde aussi Marvin, votre dernier film, votre cinéma raconte souvent comment un individu se rebelle contre la normalité, contre les conventions. Marvin, c'est un jeune garçon qui est rejeté pour son homosexualité, y compris au sein de sa famille, hein, par son père d'abord et son frère. Les Innocentes, c'est comment une femme en temps de guerre, dont c'est pas l'histoire d'ailleurs, vient en aide à des religieuses violées par des soldats qui vont accoucher alors que la hiérarchie se tait. Dans Perfect Mothers, adapté d'une nouvelle de Doris Lessing, deux femmes, deux amies, deux mères décidaient de vivre l'une et l'autre leur passion pour le fils de l'ami en question, contre, encore une fois, les conventions sociales, contre la normalité. Diriez-vous que cette passion, peut-être, mais déjà on va vous entendre sur le mot passion, finalement s'exerce de façon presque politique contre une certaine normalité, politique au sens large, contre les conventions sociales? Alors, moi, je suis devenue metteur en scène complètement par hasard, pas par passion. Donc déjà, j'ai un itinéraire un peu particulier. Ça fait rire Maître Dupond-Moretti. Ben, il me fait un petit clin d'œil, donc j'imagine qu'il pense que ça peut arriver aussi. En fait, j'ai fait de la danse, puis un jour, dans le cours de danse dans lequel j'étais, il y a un être humain qui s'appelle Robert Hossein, qui m'a vu et qui m'a proposé de jouer Notre-Dame de Paris. Esmeralda. Esmeralda. Donc, j'avais jamais joué, donc je me suis retrouvée baptisée comme ça, actrice à mon insu. Puis de là, j'ai pas aimé du tout le métier d'actrice et je me suis dit je vais pas être tributaire du désir des autres comme ça pendant plusieurs années. Je me sentais aussi limitée dans ce métier et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et c'est vraiment la passion, si vous voulez, c'est des êtres que j'ai rencontrés
qui ont cru en moi alors que je ne croyais pas en moi. Et c'est un jeune homosexuel, écrivain français très talentueux, qui s'est dit cette fille pourrait peut-être faire quelque chose. Et mon dessin, c'est vraiment jouer professionnel de rencontre en rencontre. Et je suis arrivée un jour à faire Les histoires d'amour finissent mal en général, mon premier film, sans savoir du tout comment une caméra vous voyez, je suis même inquiète d'être à la Sorbonne devant vous. Je me dis, j'ai jamais fait d'études, je me sens intimidée. Et donc, c'est vrai que je me suis toujours intéressée aux itinéraires excentrés, anticonformistes. Ça a été naturel pour moi de tracer ces itinéraires-là, comme s'il y avait quelque chose du fait que je sois autodidacte qui m'ait inspiré ces films, d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Si, parfaitement. Je vais même la repréciser. Au fond, vous venez d'y répondre, c'est-à-dire que, étant autodidacte, ayant été presque, je ne sais pas si on peut dire choisi par la vie, enfin, c'était pas une passion, vous l'avez dit, c'est une passion que les autres peut-être ont mise en vous. Les sujets de vos films, aujourd'hui, rendent compte à la façon d'un don et d'un contre-don, puisqu'ils mettent en scène des gens qui essaient de sortir d'un destin qui était tout tracé, des rebelles. C'est une façon de rendre finalement, peut-être de transmettre cette passion qui est maintenant la vôtre, c'est-à-dire n'écoutez pas, encore une fois, l'institution et agissez. N'écoutez pas. Faites ce que vous ressentez de manière pulsionnelle. L'instinct et la grâce, bon, moi je crois aussi à la grâce. Je crois que quand je choisis un acteur, j'essaye de lui insuffler quelque chose qui peut s'apparenter à de la grâce, parce qu'un acteur qui joue bien, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a quelque chose d'existentiel qui se produit entre un rôle et un personnage et un acteur. Et c'est vrai que c'est les trajectoires différentes qui sont formidables d'intensité à explorer au cinéma. Et voilà, je suis assez contente d'être ici, quand même. Peter Lindbergh. Alors j'ai dit, vous êtes l'un des plus importants photographes au monde. Vos images, eh bien, elles sont connues, elles sont inoubliables. Et pourtant, c'est pas un photographe qui vous a guidé, c'est un peintre, c'est Van Gogh, à tel point que quand vous étiez inscrit en école d'art à Berlin, vous avez décidé de vous rendre à Arles en autostop. Pourquoi ? Vous l'avez formulé ainsi: je préférais m'inspirer de Van Gogh, mon idole, plutôt que de peindre les portraits et les paysages imposés dans les écoles d'art. Est-ce un principe que vous défendriez ici ? Quand vous avez une passion, n'écoutez pas trop ce qu'on vous apprend dans les écoles ? Exactement. Parce que ça, c'était un très bon début d'une idée de passion. Parce que mon rêve, c'était à l'école de Beaux-Arts de Berlin. Et j'ai réalisé, il faut faire 2 ans ou 2 semestres dessiner après la nature. Mais comme la photographie existait déjà, je trouve que ça, c'était une perte de temps. Et justement, et ça me décevoir directement de toute son éducation artistique. De se faire garer dans une académie pour faire une bouteille avec un verre pendant 6 mois pour après voir les mêmes résultats. Après, j'ai appris avec une caméra, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. Mais ça, c'était pas la chose importante. Ça, c'était mon refus après pour toutes sortes d'éducation. Dès que quelqu'un m'a dit quelque chose d'artistique, il dit ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça. Ma réponse était automatiquement non. Et ça restait aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui la beauté. Moi, j'ai un tout petit peu glissé dans cette côté que les gens ils appellent beauté, mais c'est beaucoup plus que ça, je crois. Avec ça, tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça c'est la beauté. Tout ce qu'on voit dans les journaux, dans les magazines qui s'occupent de ça, c'est une horreur, non ? Et on peut pas dire oui à ça si on pense un tout petit peu. Et dans tous ces métiers-là, je dirais photographe autour de toutes ces choses de mode, de beauté, des choses comme ça. Tout autour de ça, ça c'est une insulte aujourd'hui à la femme. Et donc, dans la passion,
ça doit être toujours une 50% de rébellion, sinon la passion ne marche pas, je trouve. Ça vous va, maître Dupond-Moretti, finalement, Eric, de rébellion. on est d'accord? Peter Lindbergh, on dit de vous que vous vous intéressez surtout à l'âme des gens que vous photographiez, à leur personnalité, au point que vous avez expliqué dans Interview en 2014, la responsabilité des photographes aujourd'hui doit être de libérer les femmes et en somme tout le monde de la hantise de la jeunesse et de la perfection. Est-ce que vous pensez que la transmission a été bien reçue quand vous voyez les jeunes photographes aujourd'hui? Est-ce qu'ils libèrent la femme de la hantise de la jeunesse, et tout le monde, pas que la femme, de la hantise de la jeunesse et de la perfection? Non. Le message n'est pas passé? Non. Vous avez dit répondez court, la réponse est non. Ah non, pas du tout, pas du tout. Si on regarde partout, ça passe pas, parce que les gens, ils posent pas. Non, ils mettent pas en contact une chose aussi léger socialement que la photographie, en relation avec des choses qui sont relativement sérieuses, parce que c'est une insulte de traiter les femmes comme ça. Non, ils ont tous stretché, ils ont tous... Comme quelqu'un voit une photo aujourd'hui... Stretché, c'est quoi? C'est retouché, affiné, étiré? En ordinateur. Donc, quand les gens voient des photos aujourd'hui, ils disent « Oui, c'est pas mal. Toi, tu peux le stretcher 10%. Les épaules, un peu ça. Les yeux, elle est jolie, mais les yeux, un tout petit peu trop serrés. Ouais. C'est une horreur. Donc, c'est ça la photographie aujourd'hui. Alain Altinoglu, est-ce que la passion de la musique est transmissible? Est-ce que vous avez eu, vous, des mentors? Je reviens à ce que disait au départ Maître Moretti. Au fond, la passion, ça ne se transmet pas. C'est pour ça, quand j'ai vu la question qui nous était posée, transmission de la passion, C'est pas moi. Non, c'est vrai que la passion, je pense que c'est quelque chose qui nous vient directement. J'ai rencontré moi-même, alors c'est drôle parce que j'ai été étudiant ici il y a 25 ans. Et je vais essayer de montrer par l'inverse. J'étais inscrit en musicologie et on était obligé d'avoir des cours d'histoire de l'art. J'espère que madame est plus là. Donc la professeure d'histoire de l'art, premier cours, et je me rappelle, on était ici, et elle nous parlait d'une petite statue qui était en haut à gauche du château de Versailles. Et on a passé 2 heures sur la petite statue à gauche en haut de Versailles. Bon, c'était pas ma passion. Je me suis dit, je vais revenir la semaine prochaine. Et la semaine d'après, elle a fait la statue à droite pendant 2 heures. Mais elle était très passionnée. Mais sur ce coup-là, j'ai pas reçu cette passion. Je pense qu'il faut un récepteur. Transmettre, il faut... Alors évidemment, pour moi, quand je donne des cours au Conservatoire de Paris avec des étudiants en direction d'orchestre, ils sont déjà passionnés quand ils arrivent. Ce que je peux leur transmettre, c'est le métier, c'est la compréhension. La méthode. Ouais. Mais dans mon métier de chef d'orchestre, j'ai 2 transmissions à faire. J'ai la première transmission qui est à l'orchestre, c'est-à-dire le fait de jouer ensemble. Et j'ai ceux qui sont derrière moi en général, le public. Et c'est en ça que mon métier est passionnant, c'est qu'une partition, normalement, on ne peut pas la lire, enfin la plupart des gens ne savent pas l'entendre dans leur tête, et moi je dois transmettre ça, et peut-être c'est ça, transmettre sa passion en tant que chef d'orchestre. Alors quand même, avant d'écouter les étudiants, une question qui s'adresse à tout le monde, parce qu'on va repartir de là. Vous dites la passion, ça ne se transmet pas. Mais imaginons un jeune homme, une jeune femme, ici, alors si elle est ici, c'est déjà, elle aura peut-être accès à vous, mais quelqu'un dans sa vie de tous les jours... Il n'y a aucun avocat autour de lui, il n'y a aucun cinéaste autour de lui, aucun photographe, aucun musicien, aucun chef d'orchestre. Et au fond, il ne sait pas. Vous avez parlé de grâce, Anne Fontaine, mais est-ce qu'il ne faut pas un moment que quelqu'un comme vous décèle la grâce? Et donc, finalement, je ne dis pas transmettre la passion, mais décèle chez l'autre, chez le jeune, ce qui deviendra peut-être au fond une passion, mais décèle peut-être cette grâce ou ce don. Et ça, on a besoin de vous peut-être pour le faire. Ou pas? Bien sûr. Oui, ça touche pas. Non, mais quand je dis que c'est une grâce, ça signifie qu'en réalité, la passion, ça n'est pas une denrée de consommation. On transmet un patrimoine, on ne transmet pas une passion. Qu'il y ait une interactivité entre celui qui veut aller voir les maîtres qui sont ici et les maîtres qui décèlent chez celui qui vient quelque chose d'intéressant à cultiver, oui, évidemment, mais je pense que la passion, c'est au fond d'abord une curiosité. Il faut être éclectique. C'est pas parce que vous décidez de faire du judo que vous devenez Teddy Riner. Bien. Non, mais c'est peut-être en vous voyant à la télé que quelqu'un va se dire j'ai envie d'être avocat. Ça, c'est autre chose, bien sûr, mais c'est d'une certaine façon l'exemplarité. Mais il suffit pas de voir, il faut ensuite... La passion, c'est d'abord beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de difficultés.
Et je pense que ça ne se transmet pas. Autant je peux essayer d'aider quelqu'un sur le terrain technique, c'est ce que vous disiez il y a une seconde, autant je ne peux pas dire je vais faire de vous un bon avocat. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut avoir beaucoup d'humilité face à cela. Et quand je dis que c'est une grâce et un don, oui, c'est une grâce et un don. On ne décide pas de devenir passionné. Anne Fontaine? Je suis d'accord avec on ne décide pas de devenir passionné. J'ai eu une expérience récente d'un jeune garçon je cherchais donc un jeune garçon de 12-13 ans pour jouer Marvin Petit. Et un garçon s'est présenté, qui n'était pas acteur, qui m'a dit « J'ai vu la petite annonce sur Internet et je veux être ce personnage ». Alors ça m'a vraiment frappé sur la décision comme ça aussi forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit « Je ne sais pas si je vais avoir la passion de devenir acteur, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire une fois une expérience comme celle-ci ». Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que c'est d'une intelligence incroyable de se dire « Je ne suis pas obligé d'épouser une passion ». Il est merveilleux, je pense, mais voilà, il se tient prêt à quelque chose qui lui arrive. C'est la curiosité qui est la chose la plus profondément inspirante. Parce que le mot passion, c'est un truc qui vous tombe dessus. Ça veut dire souffrance aussi. Ça veut dire souffrance, exactement. Oui. Peter Lindbergh. Oui. Je crois, toute cette histoire de passion, on n'a pas envie de passer sa passion. C'est un viol, non? On peut passer, on réveille une passion chez quelqu'un, éventuellement. Oui. Par exemple, on va dire, toi tu fais ça, mais tu t'endors, donc tu comptes rien, mais regarde quelque chose. Si tu comptes quelque chose, il va se réveiller, il va trouver une passion de le faire des choses mieux ou différentes. Non? Et je trouve ça, il faut transmettre. Non? Il ne faut pas dire, moi je suis photographe, tu veux être photographe, tu gagnes de l'argent, tu vois des femmes jolies, tu peux faire ça aussi. C'est passionnant. C'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est très différent. Là, il faut réveiller la rébellion un tout petit peu. Mais il faut peut-être la déceler parfois chez quelqu'un aussi. Ça quand même, pardon, je ne vais pas vous contredire, mais si on dit pas le maître et le disciple, c'est pas ça, mais disons celui qui a fait de sa passion, qui, comme vous maintenant, vous êtes au zénith pratiquement de votre passion, face à celui qui commence, parfois, votre rôle, c'est pas transmettre une passion, mais déceler cette passion. Ça, il faut être capable de le faire. Alain, oui, je lisais un article l'autre jour sur... imaginez quelqu'un qui a les mêmes capacités physiques qu'Usain Bolt, va pas forcément devenir Usain Bolt, parce que s'il n'y a pas la passion derrière, parce que quand je dirige, par exemple, il y a beaucoup de disciplines. Parfois, je suis un avocat, parce que je dois défendre un compositeur c'est plus facile de diriger la 5e symphonie de Beethoven qu'une symphonie d'Alfred Bruno, moins connue, et il faut être avocat, et parfois il faut être autre chose. Et ça fait partie de ma passion. Je peux déceler chez un jeune des grandes capacités musicales, me rendre compte qu'il a une oreille extraordinaire, qui peut déceler les instruments, mais la passion, voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de sa culture, de soi-même. Mais ça nous est arrivé probablement à tous, comme vous disiez tout à l'heure, Éric Dupond-Moretti, quelqu'un l'a vu plaider, a dit « Oh, je veux être avocat ». Moi aussi, peut-être, il y a des jeunes qui ont dit « Ah, voilà, je veux faire ce métier-là ». Mais c'est pas nous qui allons le voir en lui disant « Toi et ta passion, il faut que ça soit chef d'orchestre ». Vous avez eu des mentors, Éric Dupond-Moretti? Oui, mais oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est la formule de Nietzsche, deviens ce que tu es, sois ce que tu deviens. Je pense d'abord qu'il faut une forme d'introspection et qu'on n'arrive pas passionné quelque part par hasard. On est d'abord et surtout le fruit de son histoire. Et puis un jour, ou pas d'ailleurs, on a la révélation, et ce que disait tout à l'heure madame, c'est tout à fait juste, on peut arriver dans un domaine sans être passionné, et puis la passion peut naître. Je pense qu'il n'y a pas une formule type, ça n'est pas un objet de consommation, une fois encore. Et chacun d'entre nous peut rencontrer la passion, mais il n'y a pas de règle. Et au fond, si vous êtes venu pour savoir comment arrive la passion... Eh bien, nous avons terminé, nous levons et nous allons nous promener dans Paris. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui peut être une façon de transmettre une passion. Marcher avec vous dans Paris, parler du métier, ça peut être pas mal. Mais ça peut arriver comme ça. Oui, bien sûr. C'est Claudel qui rentre dans une église et qui découvre Dieu. En ce sens, c'est une grâce. J'ai eu, oui, effectivement, moi, un mentor. J'étais jeune avocat. Je cherchais un patron pénaliste, il n'y en avait pas. J'ai rencontré un homme que j'ai entendu plaider. Je peux vous dire aujourd'hui comment
il avait introduit son propos, ça m'a époustouflé, émerveillé, et en même temps, je me disais, c'est inatteignable. C'était quoi? Il plaidait pour un gitan, c'était aux Assises du Nord, et puis il s'est levé, il a dit, cette affaire me rappelle mon enfance. J'étais petit, nous étions dans le sud-ouest, on voyait défiler, c'était l'Exode, on voyait défiler des hordes de gitans faméliques comme leurs chevaux, et ma mère me disait, tu vois petit, ils volent nos poules, ils volent nos lapins, mais il faut les aimer, ce sont les derniers hommes libres. Ouais. Anne Fontaine, c'est vrai que c'est en voyant Fabrice Lucchini justement réciter du Céline que vous êtes dit, j'ai pas envie d'être actrice, j'ai envie de réaliser. Alors, en fait, j'ai joué dans un film assez mémorable qui s'appelle Prof, la petite amie de Patrick Bruel. Donc j'arrive et il y a Lucchini qui vient vers moi, qui était un acteur déjà reconnu, il avait joué Les Nuits de la pleine lune. Et il me dit, vous avez l'air très normal. Donc cette phrase m'a quand même interpellée, parce que pour draguer, c'est pas la meilleure phrase qui soit. Mais en même temps, c'est intéressant. Ça pose tout de suite un dispositif. De là, il est devenu quelqu'un de très proche. De cette phrase-là, ça s'est accéléré très vivement. Et j'ai trouvé qu'il avait une façon de travailler les textes. C'était à ce moment-là, il n'avait pas encore l'idée de faire un spectacle. À voix haute, il déclamait du La Fontaine, du Céline, du Flaubert. Il y avait un tel amour de la langue, il était tellement incroyablement singulier que je me suis dit, mais moi je vais faire les petites amies de Patrick Bruel, de je sais pas qui, mais quel est l'intérêt de faire ça? Et donc je me suis dit, c'est plus intéressant de l'aider à faire son premier spectacle. Et donc je me suis retrouvée, là aussi un peu à mon insu, metteur en scène de Fabrice Lucchini pour son premier spectacle sur Le Voyage au bout de la nuit. Et ça a déclenché en moi vraiment l'idée de regarder les autres m'a paru beaucoup plus intéressante d'être regardé par une caméra qui vient vous introspecter à l'intérieur. Ce que vous faites maintenant pourtant aux autres. Oui, mais je déteste qu'elle soit sur moi. Oui. Peter Lindbergh, il y a eu un mentor aussi chez vous, un photographe qui vous a, parce que on a compris que c'était Van Gogh, mais dans la photographie, il y a eu quelqu'un aussi dont vous avez décidé de suivre le travail, d'avoir envie grâce à lui. Oui et non. En fait, quand quelqu'un m'a dit quoi c'est ton photographe préféré, je dis c'est l'histoire de la photographie. Et c'est l'air un peu léger comme réponse, mais c'est plutôt ça qu'un seul photographe. Parce que si on revient à une seule photographe, on voit toujours des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, qui est positif aussi, parce qu'on peut dire ça j'ai plus de soucis, et ça j'aime pas, je vais faire mieux. Comme je dis avant, ce côté de rébellion, c'est important comme dans ce sujet de passion. Parce que c'est ça qui donne. C'est ça qui donne. Comme on voit les femmes aujourd'hui, comme vous êtes représentées, on a donné envie d'être photographe, vous êtes tous photographes, et changer ça, non? Et ça naît comme ça la passion, je trouve. On en parlera tout à l'heure de tous photographes. Alain Altinoglou, et puis on va passer aux questions sur cette idée du mentor et de quelqu'un qui peut-être vous a réveillé. Je pense que pour moi, c'est finalement plus les compositeurs que d'autres chefs d'orchestre qui ont été, si je puis dire, mes mentors. Anne Fontaine parlait de Lucchini, qui met toujours en valeur les auteurs, et je pense que nous, interprètes, sans les génies que sont les compositeurs, nous ne sommes rien. Donc c'est plutôt, moi, c'est plutôt Beethoven, Mozart, Wagner qui ont été mes mentors. Oui. Alors on va passer aux questions. Nous commençons avec Aïssa Galmi qui a une question pour Éric Dupond-Moretti. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne vais pas parler de la transmission de la passion. Je vais demander à Maître Dupond-Moretti, on l'a pu le voir lors du dernier procès Mera, vous avez activement participé à former une nouvelle génération d'avocats qui vous ont assisté. Est-ce que c'est une inclinaison naturelle ou est-ce que c'est une responsabilité que vous ressentez et une des dimensions de ce que vous appelez l'honneur de l'avocat, comme le dit notamment Maître Henri Leclerc dans son dernier livre de sa relation avec Maître Alberno? Il y a deux choses dans votre question et elles sont importantes. S'agissant du métier d'avocat, bon, il y a la transmission de la passion. Je vous ai dit en quelques mots ce que j'en pensais. Ça mérite peut-être d'autres développements. Et puis il y a la transmission de la technique. Et le métier d'avocat est singulièrement un métier de transmission et de transmission orale. Et c'est vrai que depuis toujours,
il y a un rapport entre les jeunes avocats et ce que l'on appelait autrefois leur maître de stage. Alors c'est très intéressant parce que les jeunes, par exemple, c'est une vraie difficulté quand on est jeune avocat de trouver son propre style. Et souvent, le jeune avocat essaie palemment de copier son maître de stage. Et évidemment, il n'y parvient pas parce qu'il n'est pas lui. Et donc, il y a toute une période de l'apprentissage dans laquelle, à la fois, on se nourrit de son mentor, de son patron, de son maître de stage, et en même temps, on développe ses qualités propres. Et on retient, dans la façon de plaider, par exemple, c'est très, très drôle de voir de jeunes avocats qui travaillent chez un patron qui ont, par exemple, le même sens du silence ou de la césure ou de la façon d'introduire un propos. La suite de votre question, c'était quoi? Pardonnez-moi. Est-ce que, parce que comme vous avez dit, vous auriez pu, je ne sais pas si mon micro marche, ouais. Oui. Vous auriez pu faire autre chose de votre dimanche, mais c'est un dimanche sur la transmission, donc je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Oui. Donc est-ce que c'est une inclinaison naturelle ou c'est... Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pardon, j'avais perdu le fil de ma pensée. Et donc, dans ce métier d'avocat, la transmission était extraordinairement importante. Et depuis toujours, on se réfère toujours aux uns et aux autres, etc. Il y a les avocats dostoïevskiens, il y a les autres, il y a tout un tas d'écoles, etc. D'accord. Et donc, moi, je travaille avec deux jeunes garçons qui pourraient être mes enfants. Il y a hélas, une génération qui nous sépare. Et... oui, j'essaie de leur transmettre un certain nombre de choses. Et s'agissant du procès Meyrin, j'ai particulièrement apprécié qu'ils viennent avec moi. Ils n'étaient pas contraints de le faire. Je savais à quel point cette affaire avait un véritable poids dans leur carrière, puisque leur nom maintenant est indissociablement lié à cette affaire. Et ils ont eu le choix de ne pas venir, ils ont choisi de le faire. Et je pense que c'était effectivement tout à leur honneur. J'ai expliqué d'ailleurs en plaidant que parfois un crachat sur une robe d'avocat valait mieux qu'une légion d'honneur. Et ils ont été décorés tous les deux de l'ordre du crachat parce que c'était pas simple. On va écouter maintenant Inès Mokrani, qui a une question pour Anne Fontaine. Vous pouvez vous présenter aussi, c'est pas mal. Alors bonjour, donc moi c'est Inès Mokrani, j'ai 23 ans et je viens de l'école ISEC Paris. Donc j'ai une question pour vous, Anne Fontaine. En fait, vous avez été danseuse avant d'être réalisatrice et je voulais savoir comment est venue se greffer votre passion de la danse avec la passion de la réalisation. Comment est venue se greffer en fait vos deux passions, la danse et la réalisation? La danse en fait est venue très jeune parce que j'avais un défaut, j'avais un problème physique, donc ça a été au départ une indication thérapeutique. Puis j'ai adoré travailler à la barre. J'ai eu l'impression que j'arrivais à me concentrer sur les choses, comme j'étais pas très bonne élève. Puis j'ai imaginé que j'allais devenir danseuse. Et au moment où j'allais m'engager dans la carrière de danseuse contemporaine, j'ai, comme je vous ai dit, été repérée donc par un metteur en scène de théâtre. Et donc là, j'ai hésité mais c'était un rôle où je dansais et en même temps je jouais. Donc ça fusionnait les deux possibilités. Et j'avais jamais eu de velléité d'être metteur en scène. Vraiment, ça m'est venu à 25 ans quand j'ai arrêté l'idée d'être actrice. Mais la danse me permet aujourd'hui, tous les jours, je m'entraîne à la barre. J'ai cette discipline parce que c'est comme si, pour moi, ça m'aidait à affronter le prochain film que j'allais faire, à affronter la vie, tout simplement. C'est quelque chose de très spécial, la danse, parce que c'est comme si on ne touchait pas terre. On n'est pas exactement sur le sol. Et alors, donc ça crée... La journée est différente. Si je ne fais pas de danse, je me sens déprimée très vite. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse la danse. Et justement, pour poursuivre là-dessus, quand on danse, on est dans l'air. Quand on est cinéaste, c'est une manière de ne pas de décoller de la terre, ou au contraire, c'est être totalement dans la terre et dans la chair. On est dans la chair et on est dans l'air, on est dans la boue. On est dans la boue. Quand j'étais en Pologne, j'étais en pleine boue, dans cet endroit incroyable à Orneta, coupé du monde, dans un climat très difficile. Mais en même temps, on est porté par le sujet, par les acteurs, par quelque chose qu'on rend vivant alors que c'était mort, parce que les pages d'un scénario, ça n'existe pas.
c'est complètement au point, c'est sans vie. Donc l'idée de donner de la vie, c'est quelque chose d'assez exaltant. Et la danse fait partie pour moi, un rapport à la mise en scène. On écoute maintenant Juliette Salin, qui a une question pour Peter Lindbergh. Bonjour. Alors, donc, je m'appelle Juliette Salin. Je suis étudiante en double licence droit-histoire à l'Université Paris 1. Et ma question est par rapport à la photographie, donc non au droit. Vous avez donc commencé la photographie très tôt par le biais de méthodes argentiques. Est-ce que le changement de méthode, le passage à la numérisation, a influencé votre passion de la photographie? Non, d'abord, j'ai commencé très tard, mais ça, c'est pas grave. Et il n'y a aucun changement de photographie classique avant à la digitale. Il n'y a que d'avantages, il y a aussi des désavantages. Mais les désavantages, on peut changer en avantage. Donc, ça change, ça n'a aucune importance, le digital ou pas digital. Il faut s'adapter. Si on peut s'adapter, si on veut, en fait, c'est différent. Si on a une image dans la tête, si on sait ce qu'on veut faire, non, on ne va pas se faire amener par le digital à un endroit qu'on n'aime pas. Non, ça veut dire qu'on peut toujours vérifier, on peut toujours changer, revenir sur des qualités et des choses avant, si on veut. Non. Donc, il n'y a pas de désavantage si on sait ce qu'on veut faire. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire et on fait, le digital va décider ce qu'on va faire. On a fini avec des photos de froideur terrible, aucune âme. C'est dévastateur, non, le digital. C'est ça la question? Oui, c'est ça. Pourquoi vous dites dévastateur Pourquoi ces grands mots, Peter Lindbergh? C'est pas un grand mot, c'est on voit ce qu'on fait. Donc, ça veut dire on voit une photo en digital, on ne change rien du tout, on met la caméra, on fait une photo, on regarde la photo, que ça amène rien, non, aucun sentiment, aucune reconnaissance, juste de quelque chose qui est froide, qui est impersonnel. Et c'est assez dévastateur, je trouve. C'est justement ce qui a influencé votre choix de photo en noir et blanc. Vous avez tendance à beaucoup shooter en noir et blanc. C'est aussi pour éviter ce côté-là, justement? Non, pas du tout. Non, le noir, parce que dans la domaine comme moi je travaille, la photographie est possédée par des choses qui ne sont pas vraies, manipulées, mal jugées. C'est relativement sinistre comme département, je veux dire. Et cette histoire de digital et de noir et blanc, c'est le noir et blanc pour moi. J'ai commencé le noir et blanc. Et cette question, j'ai été demandée peut-être 3000 fois dans ma vie. Et j'ai commencé avec le noir et blanc, c'est une interprétation de la réalité, donc un tout petit peu artistique, non? Et j'étais tout content avec ça pendant 5 ans. Et après 5 ans, j'ai trouvé une autre explication. Enfin, j'ai trouvé la vraie raison. Et la vraie raison, c'était j'ai agrandi avec les photographes américains de la dépression, non? Walker Evans, Dorothea Lange et tout ça. Et ça, c'était les photographes qui s'étaient envoyés par le gouvernement américain dans les coins du pays, parce que le Congrès, à cette époque, il ne voyageait pas. Il n'y a pas d'hélicoptère, donc ils n'ont pas envoyé, ils restaient tous là-bas. Et les photographes qui ont photographié des problèmes réels, non, ils ont envoyé, ils ont dit, voilà, tu vas là-bas et tu photographies le child labor, des enfants qui travaillent. Non? Et après, avec les photos, ils sont rentrés et le Congrès, il a décidé les nouvelles lois et tout ça après ces photos. Et donc ces photos-là, c'était tous en noir et blanc. Et ils ont comporté un incroyable potentiel de vérité. Quoi, non? Et pour moi, donc, les photographies en noir et blanc représentent toujours plus la vérité qu'elles aux couleurs. C'est facile, non, en fait. Merci. On écoute Charlotte Rumelet, c'est une question pour Alain Altinoglu. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Charlotte Rumelet, je fais des études de droit à Assas. Et j'avais une question pour vous. Votre mère était professeure de piano et elle-même pianiste. Et est-ce que vous diriez
qu'elle vous a transmis sa passion pour la musique et que c'est elle qui vous a donné envie de rentrer dans ce milieu finalement? C'est une question difficile. Alors évidemment, je suis né dans une maison où il y avait un piano, une mère qui était professeure de piano, et depuis tout petit, j'entendais ses élèves qui venaient, qui travaillaient. Et puis un jour, elle m'a appris à lire les notes de musique, et je ne savais pas encore lire les lettres latines, je ne savais pas encore lire. Donc la première chose que ma mère m'a transmise, c'est de lire ces notes de musique. Et c'était absolument incroyable parce que je me rappelle, c'est très clair dans ma tête, je devais avoir 5 ans, je pense. Et puis il y avait ce qu'on appelait la méthode Rose, ceux qui ont fait de la musique doivent connaître. Et puis elle me disait, déchiffre ça. Donc je savais les notes, mais au-dessus, il y avait un titre. Je savais qu'il y avait écrit le nom du morceau au-dessus. Donc je disais à ma mère, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle dit, non, tu dois déchiffrer. Alors, non, ça je connais, c'est Au clair de la lune. Donc, et ça, c'est très clair. Donc elle m'a transmis en tout cas ce dont parlait Éric Dupond-Moretti tout à l'heure, elle m'a transmis la technique en tout cas de ça. Après, de savoir si c'est elle qui m'a transmis la passion de la musique, en tout cas elle l'a aidée, elle était là pour ça. C'est une question compliquée, Parfois vous avez des grandes fratries, 6-7 frères et sœurs, des parents cordonniers, et puis il y en a 2 qui deviennent cordonniers, et puis l'autre pas du tout. Donc pourtant, ils ont été éduqués dans le même endroit, avec la même chose. Donc, c'est une question assez difficile. Puis après, il y a des choses évidemment plus psychanalytiques, peut-être, qui rentrent en compte et que je ne vais pas développer maintenant ici. Mais, donc voilà, forcément, on en fait partie. Mais... Vous voulez, pardonnez-moi, vous voulez absolument qu'il y ait une logique consumériste dans cette passion, car vous êtes accroché à cette question initialement posée sans doute par l'un de vos professeurs. Pardon de vous dire que la famille de musiciens, c'est l'illustration que je cherche. Pourquoi? Parce que ça peut évidemment générer des passions. On connaît les grandes lignées de musiciens. Les Casadesus sont tous musiciens, sont tous des artistes. Mais ça peut aussi, au moment du règlement de l'Oedipe, vous éloigner de la musique, définitivement. Et donc, vous voudriez absolument qu'il y eût un déterminisme qui soit plus fort que tout. On vous dit que non. Alors, Anne Fontaine, ouais. Alors moi, je viens d'une famille de musiciens. Voilà. Mon père est organiste, ma mère fait des vitraux. Et il voulait que je fasse du luth, vous vous rendez compte? Il m'obligeait à faire du luth. Une fille avec du luth avec plein de cordes à pincer. Et j'ai pas pu écouter de la musique classique pendant des années. Dès qu'il y avait un air de piano, c'était vraiment une phobie. Alors ça m'a dégoûté de la musique. Vous voyez, les églises, tout ça. Jusqu'au jour où j'ai fait Les Innocentes. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé les chants religieux. Et il a fallu un certain temps. En fait, quand on veut vous transmettre la passion, vous en dégoûte parfois aussi, c'est ça? Oui. Évidemment, c'est évident. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est formidable d'écrire, que c'est formidable de peindre, que vous avez envie, vous vous dites laisse-moi tranquille. En fait, il y a même des pères qui ont peut-être, justement, à force de vouloir que leurs enfants fassent ça, enfin non, de pas pour mieux les dégoûter, pour être sûr que les fils ne les dépasseraient pas, les ont obligés à faire ça. Oui, mais on peut être aussi, par exemple, dans le domaine de la musique, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent voir les concerts, qui sont passionnés de musique classique, mais qui n'en font pas forcément leur métier. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que les gens peuvent être passionnés sans que ce soit leur métier. Et puis, il y a une question qu'on ne s'est pas posée, est-ce qu'on peut vivre sans passion aussi? Il y a peut-être aussi des gens qui vivent très bien et qui ne sont pas passionnés, ou qui ont plusieurs passions aussi. Est-ce qu'on peut vivre sans passion? Ce sera peut-être le prochain cheval pour l'année prochaine. Ici, je vois mal, mais bon. On écoute maintenant, c'est Mathis Batoul qui a une question pour Éric Dupond-Moretti aussi. Il est là, Baptiste. Bonjour à tous, je m'appelle Mathis, je suis étudiant en école de commerce. J'ai une nouvelle question pour vous, Éric Dupond-Moretti. Vous êtes un avocat très médiatique, vous êtes depuis de nombreuses années sous le feu des projecteurs, vous avez obtenu de nombreux acquittements dans des situations qui semblaient désespérées. Vous savez apparemment d'où vient votre passion pour le métier d'avocat, mais parvenez-vous toujours aujourd'hui à définir ce qui nourrit cette passion? Est-ce l'ivresse d'une plaidoirie, le fait d'obtenir un acquittement inespéré, ou véritablement défendre l'idée de justice, même et peut-être surtout quand votre démarche suscite l'incompréhension ou la critique? Merci.
C'est une excellente question, mais la réponse est dans la question, ce qui fait que je vais être bref. Moi, je suis arrivé dans ce métier, je vais vous dire comment, je ne suis pas du tout issu du monde judiciaire, et j'apprends, j'ai 15 ans, que Ranucci a été exécuté. Et je m'imagine, avocat de Ranucci, cette situation me choque infiniment. Je m'imagine me lever contre tous, déjà, pour défendre Ranucci. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi à les raisons qui m'avaient amené vers ce métier. Mais je dois le dire, et vous en êtes loin, à une époque de ma vie où je me suis dit qu'il y en avait plus dans le rétroviseur que devant. Et j'ai fait des liens comme ça, psychanalytiques, à ma sauce. Notamment, il y a eu chez moi un événement fondateur, c'est la mort de mon grand-père, qui est un émigré italien. Il se fait tuer, puis les flics s'en foutent, il n'y a pas d'enquête, etc. Et je me suis dit, mais bien après, là, il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années, tout ça avait un sens et je devais devenir avocat. Donc je l'ai fait pour toutes les raisons nobles que vous évoquez, l'injustice, tout ça, mais aussi pour me guérir de cela. Je ne crois pas à ce total altruisme, ou alors j'aurais dès à présent ma place au paradis. Je ne suis pas du tout certain de ne pas aller quelques années au purgatoire. Je n'envisage pas l'enfer, hein, je vous le dis tout net, mais voilà. Mais c'est un tout. C'est à la fois, évidemment, des choses nobles, la beauté de l'art, par exemple, s'agissant de ceux qui sont invités ici, mais c'est autre chose que ça. C'est un investissement personnel. C'est ça qui porte la passion. C'est ça la différence entre un passionné et quelqu'un qui ne l'est pas. Et bien sûr que j'en ai pas fini avec ça. Je terminerai avec ça le jour où je fermerai les yeux, sans doute. Et le jour où je sentirai que je n'ai plus la passion et la flamme, je vous le dis, je ferai autre chose. Merci. Merci. Je ne demande pas quoi. Vous savez, il y a d'ailleurs d'autres passions. Il y a d'autres passions dans votre vie aussi fortes que ça. Je fais du solfège. Voilà. Bienvenue. Ou du luth. Ou du luth. Voilà. Ou de la lutte. Voilà. Pas, ou de la lutte. Tout est le champ du possible. Du luth ou de la lutte. Voilà. Question, c'est Lucas Podesta maintenant qu'on écoute. Christophe, juste une question. Oui, juste Peter Bird, pardon. Anne m'a soufflé quelque chose dans l'oreille. Elle a dit, Peter. Vous allez nous dire. Tu ne penses pas Dis bien. Dis avec la tête. Vas-y. Elle a dit, la passion, c'est un mot chiant. C'est ça? J'ai dit la passion, c'est un mot chiant. Je n'ai pas dit chiante. Voilà, c'est vrai. Mais avec votre accent, évidemment. L'euro, c'est pas possible. J'ai dit ça pour l'amuser, et puis ça m'a traversé la tête. Ouais. Voilà. Et puis il a pensé que c'était pas faux, sûrement. Ouais. C'est un mot qui vient sur vous comme ça. Parce que vous pensez au Christ à cause de votre mère, l'église et les vitraux. Ça va. Vous dites ça fait peur. Soyez respectueux. Voilà. Je le répétais parce que je trouvais juste. Alors, Peter Lindbergh, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Non, ce qui est chiant, c'est de théoriser la passion. Ouais. Mais c'est pas la passion. C'est ça qu'elle voulait dire. J'ai compris. C'était ça que ça voulait dire. Voilà. C'était une façon laconique de le dire rapidement. D'accord, mais il faut... mais comme les mots ont un sens, un contresens. Mais avec vous, c'est difficile de lutter sur la sophistication du langage. Moi, je suis une Portugaise, j'ai des racines, j'ai pas appris le français très tôt, donc je suis bilingue. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai des mots assez simples. C'était pour vous faire marcher. Mais lui, il est d'accord ou pas? Pourquoi vous trouvez que la passion, c'est chiante? Moi, je suis d'accord avec les deux, mais surtout dans le contexte, je suis très, très, très d'accord avec Anne. Hein, parce que si cette mot devient trop grand, et trop important, et à la fin, c'est chiant. Ouais. Allez, Lucas, maintenant. Bonjour à tous, Lucas Podesta. Je suis étudiant, du coup, et comme tous les étudiants, je cherche à apprendre. Sauf que vous nous dites qu'il est impossible de transmettre sa passion, en tout cas pas à l'état pur. Alors j'aimerais reformuler l'intitulé du débat en comment transmettre
l'expérience que l'on a acquis grâce à sa passion. Est-ce que là, il serait possible Enfin. Ça y est, on peut commencer. Bon alors, qui commence? Alain, vous commencez? Ah bon, on peut commencer alors. Non, mais parce que ça fait. Alors quand j'enseigne, c'est tous les jeunes, tous mes étudiants, ils ont entre 20 et 30 ans, et évidemment, ils n'ont pas l'expérience que j'ai, et je les vois les yeux. Alors quand je dis, bah tu sais, quand j'étais à Vienne, à New York, à Berlin, donc et puis on parle de beaucoup de choses techniques, mais aussi beaucoup de choses humaines, de ce qui se passe dans la vie, et c'est comme ça qu'on transmet. Et aussi en tant que pédagogue, le but c'est que les étudiants ne fassent pas les mêmes erreurs. Qu'on transmet la passion ou... Non. Non, mais par exemple, on fait soi-même des erreurs, c'est normal. Et lorsqu'on enseigne, on enseigne à nos étudiants de sorte qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Et ça, c'est très important. C'est ça, la pédagogie, c'est aussi ça. Mais vous avez formulé très très bien la question maintenant. Après, nous sommes tous dans des métiers où il y a des aspects techniques, évidemment, qui sont très importants. Tout à l'heure, il disait, notre cher ami avocat, qu'il transmettait oralement, mais il y a de la littérature sur tous nos métiers. C'est-à-dire, sur la direction d'orchestre, il y a une grande littérature technique. Malheureusement plus souvent anglo-saxonne d'ailleurs que française, mais voilà, donc j'encourage toujours les étudiants à s'instruire, à lire, et ça c'est très important. Et ensuite, moi comme je disais tout à l'heure, j'ai un métier un peu spécial, c'est-à-dire je suis le seul des arts connus qui n'est pas tout de suite tangible pour le public. Une statue, un tableau, un film, on voit, la musique, la partition, avant on pouvait, mais la plupart des gens, donc moi je suis là pour transmettre, et j'essaie d'être le plus fidèle au sentiment du compositeur, et c'est ça que j'essaie de transmettre aussi, c'est peut-être la passion du compositeur, et en ça c'est assez compliqué, parce que ce qui représentait la lenteur au XVIIIe, au XIXe siècle n'est peut-être pas la même lenteur en 2017. Parfois, vous avez des indications métronomiques sur une partition qui vous indiquent la vitesse à laquelle vous devez jouer la musique. Et il se trouve que parfois, il y a une différence entre justement ce qui paraissait rapide à l'époque. Et donc, mon rôle d'interprète, je trouve, c'est de transmettre le sentiment au public, même si le tempo n'est pas exactement le même. C'est ça le plus important. C'était clair ou pas? Non, si, un peu. Votre question, c'était le mot expérience qui la fondait, de transmettre une expérience. Ou expertise, peut-être. Voilà. Mais est-ce que expérience, c'est pas aussi un mot chiant? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, c'est pas aussi écrasant que celui qui a l'expérience transmette justement cette expérience? Pour être cinéaste, est-ce que par exemple, on n'est pas écrasé par rapport aux énormes cinéastes qui vous disent, mais pourquoi moi je ferais un film alors que y a tant de génie, quoi? Évidemment, si vous avez un parcours extrêmement cinéphile, très cultivé, et que vous connaissez tous les maîtres, vous commencez, c'est difficile. Hein. C'est vrai que d'être un peu ignare au début permet une audace. Non, mais je dis la vérité. Dans mon cas, ça m'a aidé. Maintenant, évidemment, je me suis rattrapée. Mais le premier film que j'avais vu par erreur à Lisbonne, c'était La Source de Ingmar Bergman. J'avais 14 ans et je suis tombée sur une scène de viol. Et ça m'a complètement scotché. Je me suis dit, on peut filmer ça et avoir une force, c'est en noir et blanc, incroyable d'émotion. Les gens étaient complètement tétanisés. Et donc, j'ai ressenti quelque chose de l'émotion que pouvait procurer. C'est pas l'expérience, c'est vraiment un choc. Donc, ça a été probablement cette scène initiatique qui m'a ensuite hantée. Mais sur l'expérience, vous voyez les acteurs qui sont très expérimentés, souvent c'est terrible parce qu'il faut déprogrammer tout ce qu'ils pensent savoir. Et un acteur, c'est pas quelqu'un qui sait jouer, c'est quelqu'un qui transmet. Alors lui, il transmet le rapport au personnage. Et quand j'ai dirigé Michel Bouquet, que vous connaissez tous, dans un film qui s'appelait Comment j'ai tué mon père, je l'ai dirigé uniquement au front. Pourquoi? Il plissait son front à chaque fois qu'il disait une réplique intense. Et donc je lui ai dit, si vous arrêtez avec ce muscle-là, vous serez beaucoup plus inquiétant. Il m'a dit, vous n'allez quand même pas me diriger sur les muscles. Il était un peu étonné parce que c'était apsychologique. Et c'est apsychologique. Il n'y a pas de psychologie. C'est quelque chose... Et en fait, il a réussi à appliquer cette décision. Et enfin, je n'ai pas du tout répondu à la question de monsieur. Si, bien sûr. Je suis partie dans des cintres. Mais voilà, c'est une expérience. Comme à chaque fois, déprogrammer, tout ça, voilà. Peter Lindbergh, Van Gogh, on en a parlé tout à l'heure, c'était d'abord ce peintre qui vous a happé
au point d'aller à Arles en autostop, je disais, qu'est-ce que vous alliez chercher en fait? Pourquoi il fallait aller à Arles sur les traces de Van Gogh? J'ai trouvé tout ce que j'ai vu à l'école de Beaux-Arts un peu classique pour être gentil. Et j'ai trouvé Van Gogh pas du tout classique. Il y a une violence, il y a une beauté, il y a plein de choses qui normalement qui se mélangent pas bien. Les choses qui sont violentes, qui sont considérées pas beaux. Non, mais lui, il a tout réuni dans ses peintures et dans son travail. Et les ciels avec les magnifiques. Et j'ai dit voilà, mon dernier mot c'était avec quelqu'un de l'école. J'ai dit écoute, moi je vais là-bas. Parce que ça m'intéresse beaucoup plus qui fait la reproduction des vases et des choses comme ça. Et violent, la magnifique violence de Van Gogh, je crois, c'est ça qui m'a attiré. On passe au... Il n'y a plus de questions pour les étudiants, vous en aurez peut-être d'autres tout à l'heure. On passe aux questions de la salle. Voilà, vous avez deux jeunes filles avec des micros qui passe. Ah voilà, il y a monsieur là-bas. Voilà. Bonjour à tous et merci. Je dirige une agence d'événements et je dirige aussi un master événementiel. Donc j'enseigne et je transmets. Et j'ai remarqué que lorsque j'étais fatigué, j'en devenais fatigant. Mais lorsque j'étais passionné, j'en devenais passionnant. Alors est-ce que le thème de notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas plutôt de dire que il y a un prérequis à la transmission qui est de dire si on n'est pas passionné, on ne peut pas transmettre. Qui veut répondre? Moi. Pardon. Je dis moi parce que... Arnaud Altinoglu, c'est bien. Dans mon métier, ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose. C'est que, vous savez qu'on performe, c'est pas un joli mot, quand on joue tous les soirs, il se trouve que parfois, il y a des soirs où on est un peu fatigué. C'est pareil pour des acteurs. Quand vous jouez tous les soirs, vous arrivez sur scène, vous chantez, vous dirigez. Et vous êtes peut-être moins dans ce que vous faites. Mais vous le faites techniquement, mais peut-être que vous êtes fatigué ce jour-là, comme vous disiez tout à l'heure. Et pourtant, après, vous avez des réactions incroyables du public qui vient vous dire « Oh là là, j'ai pleuré d'émotion, c'était tellement fort ». Et parfois, il y a une dichotomie justement entre celui qui transmet et celui qui reçoit qui est complètement mystérieux. C'est incroyable. Et parfois, des soirs, vous êtes totalement dans ce que vous faites. Vous avez l'impression d'avoir fait le plus beau spectacle de votre vie. Et le public, bon, ça va. C'est pas le grand. Donc, c'est pas, pour mon métier en tout cas, c'est pas forcément lié. Mais évidemment, le mieux, c'est quand un soir, je suis totalement passionné, standing ovation. Qui veut répondre aussi, Peter Lindbergh? Moi, je peux seulement répondre. C'est passionnant. Maintenant, comme vous êtes la salle allumée, c'est passionnant de voir autant de gens ici. Voilà. Tu veux? Ouais. Non. Rien à ajouter, si? Sauf que parfois, moi aussi, j'ai le sentiment d'avoir plaidé comme un singe bègue en robe. Et qu'assez curieusement, parfois, en plaidant mal, on obtient un merveilleux résultat. Et parfois, en ayant le sentiment d'avoir très bien plaidé, on n'a pas ce que l'on espérait. Comme quoi, tout cela est infiniment complexe. Mais ce que vous disiez, monsieur, au fond, c'est ce que nous avons tous dit. Transmettre la passion, certainement pas, mais transmettre l'exemple, oui, bien sûr. Et autant le transmettre debout, en robe et en français de préférence, s'agissant de mon métier, que Avachi, à côté de la plaque, ne trouvant pas le mot juste. Ivre. Voilà. C'est ça, oui. Et puis il y a Christophe, il y a aussi des métiers différents de transmission. Quand on est professeur dans un collège, qu'on est devant 30 élèves et qu'on enseigne la musique, par exemple, et que vous avez quelques élèves qui n'en ont rien à faire de ça, et ça c'est très important d'aller vers eux et de les amener vers vous. On fait tous des métiers très différents quand ils sont dans la salle, et ça c'est pour moi le plus important pour la musique en tout cas, c'est tous ces professeurs qui dès le plus jeune âge vont voir les enfants, les prennent par la main et leur expliquent voilà, ça c'est la musique classique, c'est le truc le plus génial du monde, non? Ouais. Est-ce qu'on peut transmettre tout ça, je vous laisse la parole tout de suite, aussi par est-ce que parfois la provocation, je pense à quelqu'un qui s'appelle Paul Venn, qui est ce grand historien de l'Antiquité, qui, par provocation, au moment où un gouvernement précédent avait décidé d'éradiquer les humanités, c'est
de supprimer la possibilité d'apprendre le latin et le grec parce que ça aurait été élitiste, etc., avait dit, alors qu'il était interrogé, je me souviens, il me l'avait dit à moi, j'avais mis ça sur le site du Point et ça avait été un tollé, mais ça avait fait réagir tout le monde et c'était génial. Il avait dit non, faut supprimer parce que de toute façon le niveau de latin et de grec des profs est nul, donc autant tout arrêter. Et ça venait de quelqu'un pour qui c'était l'alpha et l'oméga, le grec et le latin. Est-ce que parfois vous avez recouru à la provocation pour justement, chez les acteurs ou chez des disciples, je ne sais pas comment on dit dans le métier d'avocat, ceux qui arrivent au début à votre cabinet, par la provocation pour justement stimuler encore plus cette passion, non pas la transmettre, mais la stimuler quand vous l'aviez reconnue. Peut-être... Oui. Oui, bien sûr. Pour aller voir les limites, explorer aussi les limites de cette passion chez l'autre. Moi j'ai un souvenir très particulier. Je plaide avec un jeune avocat que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il ne se livre pas. Il ne donne rien. Il est technique. On est dans l'émotion. Nous étions partie civile. Et c'était une histoire dans laquelle un jeune homme avait été battu à mort et les parents étaient évidemment dans un chagrin absolu, comme on peut l'imaginer. Et il livre quelque chose de très propre, de très universitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de concours d'éloquence. Il s'assoit et il attend le mot de son patron qui ne vient jamais. Parce que je veux d'abord, il sait déjà qu'il a mal plaidé. Parce que on triche pas avec soi. Je pense que quand vous n'êtes pas dans le truc, vous le savez. Et on peut venir vous dire c'était merveilleux, etc. Vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas dans le truc. Et donc la provocation, c'est le silence. Et comme il n'en a pas assez, il me dit mais comment j'ai plaidé? Et là, je ne peux pas dire ici ce que je lui réponds. Vous aviez une question? Bonjour. Je me demandais si au fond vous n'étiez pas tous fous, c'est-à-dire... Fou? Pourquoi Fou, parce que moi je me demande si la passion n'est pas une sorte de folie, c'est-à-dire une force irrépressible, invisible, qui porte sur un chemin. Alors certes, le travail c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail, mais finalement c'est aussi très fluide, très simple quand on est passionné, non? Est-ce que c'est si simple? Oui. Fou, c'est comme passion, c'est des mots écrasants. Fou, fou de quelqu'un, fou de... Il y a forcément quelque chose qui fait qu'on a ce désir de transcender quelque chose ou d'exprimer. Mais est-ce qu'on est fou? Moi, je veux bien demander à mon mari dans la salle s'il existe toujours, s'il est là, s'il pense que je suis folle, parce que finalement, c'est les autres qui peuvent le dire. Mais je ne sais pas si mon mari est là. Fou. Alors, eh ben, il est parti. Voilà, il a eu honte. Non, il est pas. Voilà, ça c'est de la folie. On va pas l'appeler quand même. On va pas l'appeler, on va pas lui faire cette. La folie, Peter Lindbergh, c'est sur ce mot de folie. En fait, ce que vous voulez dire, c'est presque la folie, ce que les anciens appelaient la manie, la mania, la fureur que quelqu'un nous aurait mis en nous, presque, c'est ça, en eux, voilà. Vous avez vu les gestes Possession. que vous faites? Oui, vous avez vu les gestes? Ouais. Faut me déprogrammer. Évidemment, ça doit être fou. Et aussi autant que c'est chiant, ça doit être fou aussi. Vous avez dit, il faut être fou. Parce que la passion, ça vient d'où? Ça vient on voit quelque chose qu'on veut changer. Non? Et pour changer quelque chose, très souvent, il doit être fou. Parce que très souvent, c'est beaucoup à changer. Non? Et de commencer avec quelque chose, cette passion qu'on trouve quelque part là en bas, dans soi-même, dans les chaussures, qu'on va monter un tout petit peu pour devenir aussi grand, pour faire lutter contre les choses qu'on n'aime pas ou on veut changer, évidemment, il faut être fou. D'ailleurs, ma femme n'est même pas venue. Hein. Alors, une autre question. Voilà. Ah oui, oui. Oui, madame, bien sûr qu'il faut être fou. Vous savez, quand on regarde en général les métiers des autres, on n'en retient que les avantages. Moi, je voudrais vous dire qu'il m'est arrivé de sortir à 2 heures du matin, puant la sueur,
avec un sentiment de dégoût dans la bouche, une odeur d'indicible injustice, me ramenant à ma propre réalité, parce que quand vous êtes avocat, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous plaidez pour l'autre, vous êtes un merveilleux mari, un merveilleux ami, un père formidable, vous êtes un type exceptionnel, parce que vous parlez de l'autre et de ses carences. Puis ça vous ramène vers vous-même. Et puis vous tournez la clé de la bagnole et vous dites, mais quel métier de merde. Et vous faites 200 km comme ça, il n'y a que la station Total où vous allez manger un super donut au saumon. Et vous repartez vers une autre affaire. Et d'une certaine façon, c'est j'ai mal et j'aime avoir mal. Il y a quelque chose de l'ordre de l'adrénaline. Oui, madame, je confirme qu'il faut être un peu fou. Mais en même temps, c'est là où on est vivant, vous savez. D'ailleurs, on parle de passion. De quoi on parle là? On peut parler de loisirs, on peut parler de nos métiers, on peut parler de passion amoureuse. Oui, il faut être un peu fou, bien sûr. Mais la passion, le mot passion vient du verbe grec qui veut dire souffrir. Pasco, qu'on a dans Pâques, la Pâque. Donc, il y a cette... oui. Alain Altinoglu. Après ce qu'il vient de dire, je peux dire juste idem. Ouais. J'ai l'impression que vous parlez de mon métier. Station Total comprise. Non, il y a une autre chose qu'on peut peut-être ajouter par rapport à la folie, c'est que on fait tous, je crois, des métiers où on est dans des grandes exaltations et des grandes dépressions. Et c'est peut-être là où ça peut se rapprocher de la folie ou de maladies. Vous voyez, par exemple, là, en ce moment, je déprime un peu. Non. Mais pourquoi? Il est à côté d'un chef d'orchestre. Ouais, parce que c'est pas simple. Parce que c'est pas simple. Ouais. Ah bon? Et c'est pas au moment où c'est plus compliqué que vous êtes exalté, justement? Non, l'exaltation, c'est pendant, c'est pas après. Ah oui, non, pendant. Mais là, on est pendant. Là, on est pendant, là. Qu'est-ce que ça va être après? Non. Je ne parle pas de notre conférence, je parle de cette affaire. Ah, de cette affaire, bien sûr. Il y a un avant, il y a un pendant, et puis il y a un après. L'après a quand même été, ça ne vous a pas échappé, puisque vous écrivez de temps en temps dans le journal Le Point. C'est assez compliqué, non? Je ne vais pas vous dire le contraire. Excellent hebdomadaire. Voilà. Excellent. En tout cas, c'est vrai que nos métiers peuvent se rapprocher de ça, et en ça, vous avez raison, on doit être fou pour faire ça. Peter Lindbergh. Oui, Alain, c'est pas la peine de commencer le bagarre, tu vas perdre. Avec Eric. Alors, monsieur, en face de nous. Bonjour à tous. Alors, je suis Marc, j'ai 51 ans, 3 enfants. C'est important pour la suite. Pour moi, la passion, j'ai toujours réservé ce mot à l'amour, parce que ça a un côté déraisonnable. Je me suis séparé plein de fois, donc c'était pas raisonnable. Et puis j'ai recommencé, donc c'est pas raisonnable. Moi, je transmets des valeurs. Et ce que j'ai transmis à mon fils aîné, c'est la détermination. Et c'est pour ça que lui, je crois que sa passion, c'est d'être pilote de ligne. Moi, je le suis à titre privé, mais dans ma famille, il n'y avait aucun pilote. Il y a des drôles d'oiseaux, mais pas de pilote. Je voulais être chirurgien quand j'étais plus jeune. Pourtant, il n'y avait pas de médecin autour de moi, mais il y avait quelques grands malades, mal soignés. Peut-être j'en fais partie d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que je lui ai transmis ces valeurs, et lui, ça a révélé ce qu'il aime faire. Et cette détermination, il a chevillé au corps. Et rien ne l'arrête. Moi, la seule passion que j'ai, c'est de transmettre. J'enseigne. Et dans le métier que je fais, qui n'est pas celui que j'aurais voulu faire, celle qui me plaît par-dessus tout, c'est de transmettre ce que je sais faire. Et de transmettre ce que j'aime. Donc il y a quelque chose aussi de très viscéral, de très instinctif. Mais ce que j'ai transmis à mon fils aîné, c'est pas que la détermination, c'est l'échec. On a le droit de se tromper. Et la passion, elle ne peut être, selon moi, révélée que si on s'est trompé plein de fois. Voire on a échoué gravement, ça a été mon cas. Mais on se relève, on y arrive. Donc moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que finalement, plutôt que de transmettre une passion, on ne transmet pas des valeurs, et c'est ça qui permet d'y arriver? Et puis, on parle de la cité de la réussite, mais il n'y a pas de réussite sans échec, multiples. Et je vais juste rappeler ce que nous disait justement le Cid. Donc, vous savez bien, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Ça fait genre question-réponse tout mélangé, mais parce que je suis un peu parfois exalté. Merci. Non, mais quand même,
Il y a une question, voilà, l'échec, la notion d'échec, oui, dans la passion. Est-ce que, d'ailleurs, ça nous ramène à cette passion, cette souffrance, etc., de dire aussi, peut-être à ceux que vous rencontrez, est-ce que vous leur transmettez aussi cette possibilité et peut-être cette nécessité de l'échec ou pas? Moi, par exemple, j'ai 4 enfants, donc la passion commence au 4e. Et moi, j'essaie le contraire, en fait. J'essaie de le laisser le plus seul possible pour trouver leur chemin. Parce que dans mon cas à moi, j'ai appris, mes parents, mon père par exemple, un père très gentil, qui m'a jamais rien appris dans la vie, qui m'a jamais, sauf de me laisser, et m'a appris de se retirer et me laisser agrandir. Et ça, c'était une très grande qualité. Et c'est exactement, si j'ai bien compris, un peu le contraire. Oui, c'est un peu le contraire. Oui. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup avec mon dernier fils, il a 16 ans, le plus grand a 37 et 4 cassants. Et j'ai dit, excuse-moi, il faut que je te parle beaucoup mieux, mais je ne sais pas quoi dire, parce que moi, personne ne m'a jamais rien dit. Non, et je vais laisser ça là. Et c'est très, très, très opposé, à mon avis, de votre approche d'éducation. Et je ne sais pas qui va avoir raison à la fin. Mais... Et aucun des photographes, aucun n'a eu envie 3 photographes. Ah oui. Ah, voilà. 3 photographes. Ma femme était chef, mais elle est photographe aussi, donc c'est terrible. Mais j'ai rien proposé, pas de la propagande, j'ai rien dit. Moi, après le lutte, j'ai été tellement désespérée que je suis partie de ma famille. Et ça a été ma chance. À 15 ans, j'étais toute seule, sans lutte, en ayant un champ du possible assez large. Et puis, je me disais, il faut absolument que je rencontre des êtres qui me portent, qui vont m'aider. Et j'ai eu cette quête, et j'ai rencontré des gens à Paris, alors que je venais d'un pays étranger. Donc, j'avais pas d'éducation, j'avais pas de transmission. Et je crois que ça a été ma chance. Vraiment, la force que j'ai développée à ce moment-là m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Je crois, quand je suis sur un plateau de cinéma, je repars toujours de ce début, de me dire que l'expérience sert à rien, sauf à être fragile. Pour moi, le point de départ de tout acte de création, c'est la fragilité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est transmissible, probablement. Et j'ai un seul fils, et donc j'ai tout misé sur lui. Mais pour l'instant, ça demande encore à être confirmé. Hein. Éric Dupont. L'échec, c'est évidemment un élément important dans le parcours du futur passionné ou du déjà passionné. Je disais tout à l'heure qu'au commencement de la passion, il y a la curiosité. Donc, si vous ouvrez des portes, vous êtes contraint d'en refermer, forcément. Et puis, une fois que vous avez trouvé la bonne voie, ça peut d'ailleurs tenir à une rencontre, hein, simplement une rencontre. Ça peut vous arriver demain comme jamais, mais une fois que vous avez choisi la voie, évidemment, ensuite, il y a un travail. Parce que c'est gentil de se dire, je veux être avocat, mais il faut apprendre le droit, et ça, c'est rébarbatif. Il faut apprendre la musique, c'est pas simple tous les jours. Prendre des coups. Il faut apprendre tout ce que vous avez appris. Il faut prendre des cours, il faut travailler, il faut transpirer, etc. Et ensuite, quand vous avez acquis la base, là, on peut commencer à envisager. Bon, c'est ce que dit Brel sur le talent. Il dit que c'est 90% de travail. Donc évidemment, l'échec fait partie de ce processus. Absolument. Bien sûr, monsieur. Vous aviez raison, vous êtes assez lucide. Une réponse dans votre question. Mais il a raison. Ça me fait penser à 2 choses que vous dites. Peut-être que l'échec ou les échecs sont une preuve de sa passion. Quand vous êtes jeune pianiste, vous travaillez, vous ratez. Personne n'a joué à une sonate de Mozart du premier coup. Vous ratez, vous recommencez. Et moi, j'étais pianiste, donc et je recommençais. Puis un jour, j'ai commencé le violon. Et là, c'était horrible. Je jouais, c'était horrible pour moi, ma famille, mes voisins. Et là, j'avais pas envie de recommencer. C'était pas ma passion. Et le piano, oui. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est l'échec dans la direction d'orchestre a été un tabou pendant extrêmement longtemps. Jamais vous lirez une ligne de Karajan, de Toscanini, de tous ces grands chefs parlant de leurs échecs. Jamais. Et pourtant, ça a toujours existé.
Et par exemple, il y a toujours ce rapport de force dont personne ne parle au XXe siècle, enfin très rarement en tout cas, entre les musiciens d'orchestre et le chef d'orchestre. Et mes étudiants, par exemple, un étudiant m'appelle un jour, me dit « Allô, je suis dans tel orchestre, je ne vais pas dire le nom, ça se passe très très mal. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Le concertmeister me déteste et il me fait des réflexions devant tout le monde, je suis paniqué, je ne sais pas quoi faire. Et il continue, il me dit, je comprends pas parce que tous mes copains, tous ceux de la classe, eux, ils me disent, ça se passe super bien. Ils n'ont pas de problème. Alors je dis non, ils ont tous des problèmes. C'est tabou. Et moi, j'essaie justement de leur expliquer, l'échec fait partie de l'apprentissage. C'est obligé. Et le fait que ça ne soit plus tabou, je crois que c'est très important justement d'expliquer à tout le monde parce que quand on n'a pas d'échec, quand on a des échecs, on a l'impression que les autres, ils n'ont jamais de problème. Non, tout le monde a des échecs, ça fait et la passion aide à surmonter ça. Et c'est une question très importante. Anne Fontaine. Oui. Alors moi, j'ai eu une expérience d'échec assez forte qui m'a quand même appris pas mal de choses. Je tournais un film avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu, Nathalie, et arrive Depardieu le premier jour de tournage. Il arrive comme ça, il me regarde dans les yeux et il me dit « T'as de la chance ». Parce que je me suis remis à boire. C'est le 198e film que je fais ivre-mort. Et tu as beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, j'ai bu uniquement une bouteille de Calva. Et là, tous les jours, il arrivait, il se couchait et il me disait, j'ai besoin de sommeil. Et donc la journée de tournage, j'attendais 1 heure, 2 heures, j'allais le réveiller. Et c'était terrible parce que c'était un échec... Je ne pouvais pas lutter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, si tu m'embêtes à refaire des prises, je vais reboire encore plus et plus et plus. Vous vous rendez compte? Il arrivait avec sa moto, il titubait. Et c'est quand même un mythe du cinéma français. Et il est génial. C'est ça le truc bizarre. Vous voulez poser une question? Oui. Peter Lindbergh veut poser une question. Je vous reprends juste après. Voilà. Avec le micro. Je voulais demander une question à Alain. Si vous pouvez changer quelque chose dans votre métier, ça peut être quoi? Dans le métier de chef d'orchestre? Une chose basique, très importante, très visuelle. Ça pouvait être quoi? J'ai l'impression que vous avez la réponse en posant la question. Oui. Ça peut être beaucoup de choses. Non, mais ça peut être plein de choses. Il y a des choses qui ont changé dans mon métier de chef d'orchestre et qui sont aussi le reflet de la société actuelle. C'est le rapport qu'il y a justement entre les musiciens et les chefs d'orchestre, parce que le niveau des orchestres a extrêmement monté. Donc visuellement, en tout cas, les chefs d'orchestre ont moins besoin de montrer leur supériorité, leur virilité, etc. Ça faisait partie du métier. Quand vous voyez la baguette de Toscanini, elle fait 1m20, c'est des trucs. Ça a changé. Enfin, il y a plein de choses. Dites-moi. Et ça ne te gêne pas de mettre avec le dos sur le public? Ah, alors, ça c'est très intéressant. Quand on fait des concours internationaux de chefs d'orchestre, pour les jeunes qui passent, justement, on met une caméra en face et les chefs sont diffusés sur grand écran, donc ainsi le public peut voir et l'orchestre et le chef d'orchestre. Et le public découvre d'un coup les grimaces incroyables qu'un chef d'orchestre. Mais alors, vous savez, par exemple, il y a des salles aujourd'hui comme la Philharmonie de Paris, enfin beaucoup de salles dans le monde, on peut avoir le public en face. Ça veut dire le public est en face de vous, mais derrière l'orchestre, ce qui est une place acoustiquement horrible, parce que vous êtes derrière le pavillon des cordes, des tubas, vous entendez rien vraiment. Mais ces abonnés ne veulent que cette place. Pour eux, c'est de voir le chef en face qui est important. La musique, bon, c'est pas très grave. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus passionné de voir ça. Alors, de voir une chef d'orchestre. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je comprends. Magnifique. Vous avez raison, mais ça va à l'encontre de. Vous savez, on est tous habillés pareil. On est tous en pingouin, enfin, ou des fois juste en noir. Et cette chose est très importante. Pourquoi on est tous en noir et blanc? C'est pour que l'œil ne soit pas distrait de l'oreille, parce qu'on écoute autant avec l'oreille qu'avec les yeux. Et si vous aviez un orchestre arc-en-ciel avec du rouge, on serait toujours en train de regarder. Et le fait, je pense, de ne pas voir le chef, alors il y a un endroit extraordinaire pour ça, c'est Bayreuth, c'est ce théâtre que Wagner dont a fait même l'architecture pour ses propres opéras. On ne voit pas du tout l'orchestre, on ne voit pas du tout le chef.
on est dans un noir total et un silence de mort et commence la musique. Et c'est d'une très grande force parce qu'on ne voit pas le chef. Peut-être c'est mieux de ne pas avoir le chef, je crois. Je sais pas. On peut dire aussi, si on ferme les yeux, on écoute mieux la musique. J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. On peut dire aussi, si on fait ça souvent, on ferme les yeux et on écoute beaucoup mieux la musique. Bien sûr, absolument. Et vous avez raison, c'est absolument. Mais l'œil est vous très disiez important. le contraire, que si on fermait les yeux, on écoutait moins bien la musique, puisqu'on la regarde aussi par les yeux. On l'écoute par les yeux. Non, mais c'est, par exemple, quand vous avez Voilà. Prenez votre quand vous êtes dans un cocktail, par exemple, et dans un cocktail, 10 personnes parlent en même temps, si vous, avec vos yeux, vous regardez des lèvres d'une personne en particulier dans le cocktail, vous allez pouvoir percevoir ce qu'elle dit, parce que votre oreille est guidée par vos yeux. Et quand vous écoutez un orchestre, si vous vous entraînez, vous pouvez plus entendre la flûte, le hautbois, le tuba, en fonction de l'œil qui regarde. Vous pouvez le faire après l'entraînement, les yeux fermés aussi, mais il y a un grand lien, effectivement. Une dernière question. Bah oui, vous, c'était promis, on vous avait promis. Voilà. Après la question de Peter Byrne. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy Roche et je dirige une société spécialisée en intelligence artificielle. Pour faire de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut être absolument passionné, exceptionnellement passionné, parce que ce sont des choses très compliquées et pour atteindre ces objectifs-là, il faut avoir beaucoup de ténacité et beaucoup de passion. Cependant, ces gens qui sont passionnés le sont pour la première fois, puisque personne ne leur a transmis cette passion. Ce sont des passionnés créateurs, des passionnés pionniers, des passionnés esselés. Et en fait, je voulais vous demander si vous-même, vous aviez eu une expérience dans votre vie de passion, esselée, pionnière ou créatrice. Bien sûr, oui. Oui. Pour moi, c'est assez simple comme réponse parce que on peut être passionné par un nouveau compositeur que personne ne connaît, qu'on va découvrir, être le premier, et notre passion, on va vouloir la partager avec les autres, le dire « Regarde, Paul Durand, c'est le plus grand compositeur de 2017. » Et voilà, c'est une nouvelle passion qu'il n'y a jamais eu avant nous, parce que personne ne connaissait Paul Durand. Enfin, il n'existe pas, hein, mais voilà, ça peut être quelque chose... Je ne crois pas trop à l'histoire que ça vient ex nihilo, parce que l'intelligence artificielle, on peut aussi la lier à d'autres découvertes, d'autres... Je pense que c'est plus un mode de pensée. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Monsieur, je n'ai pas tout retenu de votre question. Il y avait... Redites-moi. Esselé. Esselé. Vous êtes le seul à avoir cette passion, esselé. Pionnier, vous pensez être le premier à avoir cette passion et que d'autres vous suivront. Ou créatrice, c'est parce que vous découvrez qu'en même temps, vous devenez passionné. Bon, je vais vous répondre par prétérition, ce que je suis incapable de vous répondre directement. Donc en réalité, c'est à chaque fois, dans mon métier, une affaire totalement différente. Ce métier a quelque chose d'exceptionnellement passionnant, en ce sens qu'il est éclectique. Vous rencontrez le mardi un footballeur, le mercredi un mendigo, le jeudi un homme richissime, des coupables, des innocents. Chaque histoire est une histoire totalement différente et forcément singulière. Et à chaque fois, vous construisez, toujours sous le prisme de ce que vous êtes, votre vision de ce que vous allez faire. Et ça prend parfois des années. Moi, je me retrouve parfois au feu rouge, à l'arrêt, quand je le vois, naturellement, et je parle seul. Et je prépare un truc qui va venir dans 8 mois. Et donc, c'est à la fois solitaire, c'est à la fois pionnier, parce que vous êtes le premier à intervenir dans cette affaire-là, qu'elle n'a pas été plaidée, que vous n'avez pas de référence. Et le dernier, mais la mémoire me fait défaut, vite. Créatrice, forcément, bien sûr. Anne Fontaine. Alors, moi, Peter m'a dit quelque chose d'assez fulgurant. Il m'a dit passion et artificiel, c'est pas forcément deux choses qui vont bien ensemble. Le mot artificiel et passion. Donc déjà, il m'a dit ça. Et alors, il a peut-être pas dit ça, mais j'aime qu'il ait dit ça, même s'il l'a pas dit. Donc c'est Anne qui a dit ça. Donc c'est moi qui ai dit ça. Mais il y a une sorte de chose qui est née entre nous, là devant vous, de plus en plus. Et ça me crée une vraie émotion, parce que c'est inédit. Voilà. Je ne pensais pas m'attacher à lui en un quart d'heure devant des gens. Comment Donc, je vais vous dire, je vais l'embrasser.
Je vais l'embrasser pudiquement. Mais je crois que votre mari est revenu, là. Mon mari, qu'est-ce que vous avez dit sur mon mari? Monsieur. Bah, il est parti, il est dégoûté. Peter, qu'est-ce que vous aviez dit alors? Moi, ce que je voulais dire, c'est pour sentir la passion, parce que vous avez fait on dit éloge, une éloge sur votre passion qui est nourrie par l'intelligence artificielle. Et je peux seulement dire, pour être passionné, on n'a besoin pas l'intelligence artificielle. L'intelligence normale, ça suffit complètement. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à eux. Le paradoxe est le moyen le plus tranchant et le plus efficace de transmettre la vérité aux endormis et aux distraits. C'est une phrase de Miguel de Unamuno, c'est l'un des plus grands intellectuel de l'Espagne de la première moitié du XXe siècle. Il était romancier, il était philosophe, il était dramaturge, il était poète. Eh bien, des paradoxes éclairants, on en a eu pas mal aujourd'hui, à commencer par celui-ci. La passion ne se transmet pas, disent-ils, et pourtant je suis sûr qu'aujourd'hui, elle a été quand même un petit peu transmise. Donc merci à ces quatre-là, merci aux étudiants aussi, ils méritent là vraiment vos applaudissements. Voilà, bravo. Bon, bravo. Bon, bah, c'était pas mal, ça. Christophe, c'est mon petit coup.